Mes parents annulaient mon anniversaire chaque année parce que les tournois de mon frère étaient plus importants, alors j'ai discrètement arrêté de venir aux événements familiaux. Personne ne l'a remarqué jusqu'à ce que les photos de mon mariage privé sur la plage deviennent virales et qu'ils réalisent qu'ils n'étaient pas invités. Attachez vos ceintures, car ça va être long, mais je vous promets que la fin en vaut la peine. Voici l'histoire de la façon dont j'ai passé près de 2 décennies à être invisible dans ma propre famille, comment j'ai discrètement bâti une vie incroyable sans eux, et comment je les ai vus perdre complètement la tête quand les photos de mon mariage sur la plage sont devenues virales et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient les seuls à ne pas être là. Moi, 28 ans, homme, j'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio avec mes parents et mon jeune frère, Gavin, 26 ans, homme. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la famille américaine parfaite, une belle maison en banlieue, 2 enfants, un golden retriever nommé Biscuit, tout le fantasme à la Norman Rockwell. Mais derrière les portes closes, il y avait une hiérarchie assez évidente dans notre famille, et j'étais tout en bas de l'échelle. Gavin était un joueur de baseball itinérant. Et pas n'importe lequel. Selon mes parents, il était destiné à être le prochain Mike Trout, le prochain Bryce Harper, l'élu qui apporterait la gloire sportive à notre nom de famille et leur ferait probablement gagner des millions en contrats de sponsoring. Attention, spoiler, il n'a jamais dépassé le niveau universitaire communautaire. Mais je m'avance un peu. À partir du moment où Gavin a commencé à montrer des signes de talent en petite ligue, vers l'âge de 8 ans, toute notre existence familiale a tourné autour de son calendrier de baseball. Chaque week-end, il y avait un tournoi quelque part. Chaque soir de semaine, c'était l'entraînement. Chaque conversation au dîner portait sur sa moyenne au bâton, son pourcentage de fielding, ou sur les recruteurs qu'il aurait supposément observés pendant l'échauffement. Mes parents ont facilement investi plus de 200 000 $ au fil des ans dans des équipes itinérantes, du coaching privé, de l'équipement spécialisé, des installations d'entraînement et des frais de tournoi. Ce n'est pas une exagération. J'ai vu les relevés de cartes de crédit une fois quand j'avais 16 ans et j'ai failli m'étouffer. Pendant ce temps, j'existais quelque part en arrière-plan de tout ce culte sportif. J'étais un bon élève, inscrit au tableau d'honneur chaque semestre, je gagnais des concours de sciences, j'ai été accepté à la National Honor Society, mais rien de tout cela n'avait d'importance, car cela n'impliquait ni balle, ni batte, ni mes parents assis dans des gradins à se sentir importants devant les autres parents de joueurs. Ce qui me faisait vraiment mal, cependant, ce n'était pas le manque d'attention pour mes réussites. J'aurais pu vivre avec ça. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'était mon anniversaire. Je suis né le 14 juillet. Pour ceux qui ne le savent pas, juillet est le pic de la saison de baseball itinérant. Des tournois chaque week-end, durant parfois 3 ou 4 jours. Et chaque année, sans exception, mon anniversaire était annulé parce qu'il entrait en conflit avec l'un des tournois de Gavin. Laissez-moi être très clair sur ce que j'entends par « annuler ». Je ne veux pas dire qu'ils oubliaient. Je ne veux pas dire qu'ils le reportaient à un autre jour. Je veux dire qu'ils me regardaient dans les yeux et me disaient que nous ferions quelque chose pour mon anniversaire plus tard, et ce, plus tard, n'arrivait jamais. Le tournoi se terminait, et soudain, il y en avait un autre le week-end suivant, puis des camps de baseball, puis la saison d'automne, puis des événements de démonstration. Le temps que les choses se calment, on était en octobre, et mon anniversaire était de l'histoire ancienne. Une année, je crois que j'allais avoir 11 ans, j'ai demandé si on pouvait au moins avoir un gâteau avant de partir pour le tournoi de Gavin en Indiana. Ma mère a soupiré comme si je lui avais demandé de résoudre la faim dans le monde et a dit « On n'a tout simplement pas le temps, chérie. Peut-être qu'on trouvera quelque chose à l'hôtel. » Nous n'avons rien trouvé à l'hôtel. Nous avons trouvé une barre Snickers dans un distributeur automatique que mon père m'a lancé en disant « Joyeux anniversaire, champion ». Je l'ai mangé sur la banquette arrière de notre minivan, en regardant mon frère s'échauffer pour son premier match. Une autre année, j'allais avoir 14 ans, et j'ai fait l'erreur de demander si je pouvais peut-être rester à la maison avec ma grand-mère au lieu d'aller au tournoi. Je ne voulais pas causer de problème, je voulais juste passer mon anniversaire à faire autre chose que de rester assis sous une chaleur de 35 degrés Celsius à regarder du baseball pendant 12 heures. Mon père m'a regardé comme si j'avais suggéré de brûler le drapeau américain. Nous sommes une famille, a-t-il dit. On se soutient les uns les autres. Ton frère a besoin de nous là-bas. Et moi, de quoi avais-je besoin? Cette question n'est jamais venue à l'esprit de personne. Le pire, c'est quand j'ai eu 16 ans. Dans la plupart des familles, 16 ans est un grand événement. Le fameux « Sweet 16 » et tout ça.
Le permis de conduire. Le passage à l'âge adulte. J'ai commis le péché capital de croire mes parents quand ils m'ont dit que nous ferions certainement quelque chose de spécial pour mon 16e anniversaire. J'étais si naïf. J'avais même invité quelques amis pour ce que je pensais être une petite fête chez nous. Mes parents avaient oublié de mentionner qu'ils avaient inscrit Gavin à un tournoi de démonstration d'élite de dernière minute en Géorgie, ce même week-end. Le même week-end que ma fête de 16e anniversaire à laquelle ils avaient consenti. Je l'ai découvert 2 jours avant, quand ma mère a mentionné nonchalamment que nous devions faire nos valises pour la Géorgie. J'ai dû appeler tous mes amis et annuler. J'ai dû expliquer qu'en fait, ma famille partait en voyage et que je ne pouvais plus faire de fête. Savez-vous à quel point c'est humiliant à 16 ans? Certains de ses amis ne m'ont plus jamais vraiment regardé de la même manière. Je suis devenu le gamin dont la famille ne se souciait manifestement pas assez pour le laisser organiser une fête d'anniversaire. Mes parents ont promis qu'ils se rattraperaient. Ils m'organiseraient une fête encore plus grande à notre retour. Ils m'achèteraient un gâteau encore meilleur. Ils en feraient le meilleur anniversaire de tous les temps. Ils ont promis toutes ces choses en chargeant la voiture avec les sacs de baseball de Gavin et les glacières remplies de Gatorade. Nous sommes rentrés de Géorgie. L'équipe de Gavin a remporté le tournoi. Il y a eu un dîner de célébration dans son restaurant préféré. Mon anniversaire n'a plus jamais été mentionné. Je veux être très clair sur une chose. Il ne s'agissait pas seulement des anniversaires. C'était le symptôme le plus évident, mais la maladie était bien plus profonde. Chaque décision prise par notre famille tournait autour de l'emploi du temps de Gavin, des besoins de Gavin, et du confort de Gavin. Les vacances? Nous allions dans des endroits accessibles en voiture depuis un complexe de baseball pour que Gavin puisse s'entraîner. Les fêtes de fin d'année? Structurées autour des calendriers de tournois et des temps de récupération. Les dîners de famille? Dominés par les discussions sur le baseball, les analyses de recrutement, la stratégie pour l'université. Je restais assis là, à manger mon pain de viande, pendant que mes parents analysaient la mécanique de frappe de Gavin comme s'ils étaient des commentateurs d'ESPN. Je me souviens d'un Thanksgiving, quand j'avais 13 ans. Je venais d'apprendre que j'avais gagné le concours de sciences du district avec un projet sur les systèmes de filtration de l'eau. J'étais si excité de le dire à tout le monde au dîner. J'ai attendu une pause dans l'heure consacrée au baseball de Gavin pour partager ma nouvelle. J'ai enfin eu une ouverture et j'ai dit, j'ai remporté la première place au concours de sciences. Vous savez ce que ma mère a dit? C'est bien, chérie. Gavin, raconte à ton père ce que le coach Peterson a dit sur la force de ton bras. C'est bien. 3 mots et un changement de sujet. C'était toute la célébration que j'ai eue pour avoir gagné un concours de district. Quand Gavin gagnait la moindre petite chose liée au baseball, c'était un événement. Les trophées étaient exposés dans le salon. Les photos étaient encadrées et accrochées au mur. On le racontait aux voisins. On appelait la famille élargie. Mais mes réussites, elles, étaient saluées d'un signe de tête puis rangées quelque part où personne ne les regarderait jamais. J'ai retrouvé tous mes rubans de concours de sciences et mes diplômes académiques dans une boîte à chaussures dans le garage quelques années plus tard, jetés là avec de vieilles décorations de Noël et des outils cassés. Pendant ce temps, Gavin avait un mur entier dans sa chambre dédié à ses exploits au baseball, un véritable sanctuaire. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre ma place dans la famille. Je n'étais pas exactement l'enfant négligé. J'étais nourri, habillé, et j'avais un toit sur la tête, mais j'étais un meuble, un bruit de fond. L'autre enfant qu'il devait reconnaître occasionnellement, mais sans jamais vraiment le voir. Quelque chose a changé en moi après ce désastre du 16e anniversaire. J'ai arrêté d'attendre que les choses changent. J'ai arrêté d'espérer que mes parents me verraient soudainement. J'ai arrêté d'essayer de rivaliser avec un frère qui avait un projecteur permanent que je ne pourrais jamais toucher. Au lieu de cela, je suis devenu stratégique. J'ai réalisé que si je voulais une belle vie, je devrais la construire moi-même, sans aucune aide de la famille qui me traitait comme une pensée secondaire. Alors, j'ai baissé la tête et j'ai travaillé. J'ai maintenu ma moyenne parfaite. J'ai rejoint toutes les activités parascolaires qui feraient bonne impression sur un dossier universitaire. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. Je suis devenu obsédé par l'idée de me créer une échappatoire. En dernière année de lycée, j'ai postulé à 14 universités différentes. J'ai été accepté dans 11 d'entre elles, dont plusieurs avec d'importantes offres de bourse.
J'ai choisi une université d'État à environ 4 heures de chez moi qui m'offrait une bourse d'études complète, plus une petite allocation pour les frais de subsistance. Mes parents l'ont à peine remarqué. Ils étaient trop occupés à visiter des universités avec Gavin, qui était recruté pour le baseball par quelques écoles de Division 2. Je suis parti pour l'université en août. Mes parents m'y ont conduit, ont déchargé mes affaires en environ 45 minutes, et sont repartis pour être à temps pour le match de démonstration de Gavin ce soir-là. Pas d'adieu larmoyant, pas de promenade sur le campus ensemble, pas d'orientation pour les parents. Juste une brève étreinte et un « appelle-nous si tu as besoin de quelque chose », que nous savions tous n'être qu'une formalité. L'université a été la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Personne là-bas ne savait que j'étais le fils oublié. Personne ne me comparait à mon frère. J'étais juste Ethan, une page blanche, un nouveau départ. Je me suis spécialisé en comptabilité avec une mineure en finance. Je sais que ça semble ennuyeux, mais j'adorais la précision des chiffres. J'adorais qu'il y ait de bonnes et de mauvaises réponses. J'adorais que le succès en comptabilité soit basé sur la compétence et l'éthique de travail, et non sur le fait que vos parents viennent vous encourager. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction en 4 ans, tandis que Gavin naviguait entre les universités communautaires, luttant pour maintenir son admissibilité dans une équipe de baseball qui n'était certainement pas un tremplin vers les ligues majeures, comme mes parents s'en étaient convaincus. Sa balle rapide plafonnait à 135 km/h, ce qui est correct pour un joueur amateur, mais loin du niveau professionnel. Les rêves de gloire en MLB se sont doucement estompés, bien que mes parents ne l'aient jamais vraiment accepté. Après mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans un cabinet comptable en Caroline du Nord. J'ai choisi la Caroline du Nord spécifiquement parce que c'était assez loin de l'Ohio pour que les visites familiales surprises soient improbables, mais assez proches pour qu'on ne puisse pas m'accuser d'abandonner complètement tout le monde. Non pas que quelqu'un aurait remarqué si j'avais déménagé en Antarctique. Au cours des années suivantes, j'ai commencé ce que j'appelle la disparition progressive. Je n'ai pas fait de grande annonce dramatique sur le fait de couper les ponts avec ma famille. Je n'ai pas eu de dispute explosive ni envoyé de lettres cinglantes. J'ai juste discrètement arrêté de me présenter aux événements. Les dîners de famille? Désolé, le travail est fou en ce moment. Thanksgiving? J'ai déjà des plans avec des amis. Noël? J'essaierai de venir, mais sans promesse. Les fêtes d'anniversaire de Gavin, qui avait toujours la priorité même s'il était un adulte. Malheureusement, j'ai une échéance cette semaine-là. J'envoyais une carte cadeau générique et un SMS. Je passais un appel téléphonique occasionnel de 5 minutes. Je maintenais le strict minimum requis pour éviter une confrontation évidente, mais j'ai cessé d'investir la moindre énergie émotionnelle dans des personnes qui n'en avaient jamais investi en moi. Et voici la partie folle, personne n'a remarqué. Personne ne m'a reproché d'avoir manqué 3 Thanksgiving d'affilée. Personne ne s'est demandé pourquoi je n'étais pas rentré pour Noël depuis 2 ans. Personne ne semblait trouver étrange qu'il n'ait pas vu mon visage en personne depuis que j'avais obtenu mon diplôme. Mes parents étaient toujours tellement absorbés par la vie de Gavin que mon absence était à peine enregistrée. Gavin était retourné vivre à la maison après que sa carrière de baseball ait fait long feu. Il travaillait à temps partiel dans un magasin d'articles de sport et passait le plus clair de son énergie à poursuivre une vague idée de devenir entraîneur personnel ou peut-être coach. Mes parents finançaient encore la majeure partie de son existence. Ils allaient encore à ses matchs de softball en ligue récréative comme si c'était les World Series. Ils le traitaient toujours comme l'enfant prodige, même si son éclat s'était sérieusement terni. Je n'étais pas amer à ce sujet. Honnêtement, j'avais fait la paix avec ma position dans la hiérarchie familiale depuis longtemps. J'en avais juste marre de participer à un spectacle où je n'étais même pas un figurant. J'en avais marre d'être le spectateur qui payait son billet mais n'avait jamais le droit de s'asseoir. Pendant ce temps, ma vie en Caroline du Nord était en fait plutôt géniale. J'ai gravi les échelons au cabinet comptable, passant de débutant à associé principal, puis à directeur. J'ai acheté un petit appartement. Je me suis fait de vrais amis qui se souvenaient de mon anniversaire. J'ai commencé à sortir avec une femme nommée Olivia, que j'ai rencontrée au barbecue d'un ami. Elle était infirmière pédiatrique, avec le rire le plus contagieux que j'ai jamais entendu, et une politique de tolérance zéro pour les absurdités familiales qui m'a fait me sentir vu d'une manière que je n'avais jamais connue. J'ai tout raconté à Olivia sur mon enfance. Les anniversaires annulés, les réussites invisibles,
la constante deuxième place derrière un frère qui ne savait même pas qu'il était en compétition avec moi. Elle a tout écouté sans jugement, puis m'a regardé dans les yeux et a dit, c'est leur perte. Sérieusement, ils ont manqué l'occasion de connaître quelqu'un d'incroyable. Personne ne m'avait jamais qualifié d'incroyable auparavant. Olivia venait d'une famille soudée qui fonctionnait réellement comme une famille. Ses parents étaient mariés depuis 35 ans et se tenaient encore la main à l'épicerie. Ils dînaient ensemble le dimanche, non pas par obligation, mais parce qu'ils voulaient sincèrement passer du temps ensemble. La première fois que j'ai assisté à l'un de ces dîners, je me sentais comme un anthropologue étudiant une civilisation extraterrestre. Voilà à quoi ressemble la normalité. Sa mère m'a posé des questions sur mon travail et a vraiment écouté les réponses. Son père m'a parlé de choses normales comme le sport et les films. Il m'incluait dans les conversations au lieu de parler autour de moi. Je n'arrêtais pas d'attendre le piège, le moment où il se détournerait de moi pour se concentrer sur quelqu'un de plus important. Ce moment n'est jamais venu. Après quelques mois de relation avec Olivia, j'ai réalisé que je n'avais pas parlé à mes parents depuis près de 5 semaines. Non pas que je les évitais spécifiquement, j'avais juste sincèrement oublié qu'ils existaient, car ma vie était remplie de gens qui voulaient réellement de moi. Quand j'en ai parlé à Olivia, elle a haussé les sourcils et a dit, c'est assez révélateur, tu ne trouves pas? Oui, ça l'était vraiment. Olivia et moi sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je ne la demande en mariage. Je savais qu'elle était la bonne après environ 6 mois, mais je voulais faire les choses bien. J'ai économisé pour une bague qu'elle adorerait. J'ai planifié une demande qui avait un sens pour nous. Pas de flash mob, pas de coup d'éclat sur les réseaux sociaux, juste nous deux sur un sentier de randonnée que nous aimions, avec un coucher de soleil et une question dont je connaissais déjà la réponse. Elle a dit oui avant même que j'aie fini de demander. Quand nous avons commencé à planifier le mariage, Olivia m'a posé une question que je redoutais. Alors, à quel point veux-tu que ta famille soit impliquée? J'y ai réfléchi longtemps. Une partie de moi voulait être la personne la plus mature. Une partie de moi pensait que cela pourrait être un nouveau départ, une chance pour mes parents de finalement se montrer pour moi à un moment qui comptait vraiment. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque promesse non tenue, de chaque anniversaire annulé, de chaque fois où j'étais assis, invisible, sur la banquette arrière pendant qu'ils encourageaient quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'il soit là, ai-je dit. Et je le pensais. Olivia n'a pas insisté. Elle n'a pas essayé de me convaincre de faire la paix ou de tendre une branche d'olivier. Elle a juste hoché la tête et dit, alors, ils ne seront pas là. C'est notre journée. Je ne peux pas vous dire à quel point cela a compté pour moi. Elle n'a pas essayé de réparer ma famille, de jouer les médiatrices, ou de suggérer que j'étais trop dur. Elle a fait confiance à mon expérience et à mon jugement. Elle m'a choisi. Nous avons décidé de faire un mariage à l'étranger, au Costa Rica. Olivia avait toujours rêvé d'un mariage sur la plage, et j'avais toujours voulu faire quelque chose de complètement différent des mariages ennuyeux à l'église de l'Ohio que j'avais connus en grandissant. Le Costa Rica était parfait, assez loin pour que cela ressemble à une aventure, mais assez facile d'accès pour que nos vrais amis et notre famille choisie puissent y assister. Nous avons gardé la liste des invités restreinte, environ 40 personnes au total. Les parents d'Olivia, sa sœur et son beau-frère, une poignée de tantes, d'oncles et de cousins qui m'avaient accueilli dans leur famille à bras ouverts. De mon côté, j'ai invité mon colocataire d'université qui était devenu mon meilleur ami, quelques collègues de travail qui étaient devenus de véritables amis, et ma cousine Jamie, la seule parente de sang qui m'ait jamais traité comme si j'avais de l'importance. Pas de parents, pas de frères, pas de famille élargie de l'Ohio qui avait passé des décennies à prétendre que je n'existais pas. Le mariage lui-même était tout ce dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. Nous nous sommes mariés sur une plage privée au coucher du soleil. Le lieu était un petit hôtel de charme spécialisé dans les mariages intimes. Des palmiers partout, du sable blanc, une aussi bleue qu'elle semblait retouchée. Olivia a descendu une allée faite de coquillages et de fleurs tropicales. L'officiante était une femme locale à la voix chaleureuse, qui a mené la cérémonie en anglais et en espagnol. J'ai pleuré en voyant Olivia dans sa robe. J'ai pleuré en prononçant mes vœux. J'ai pleuré quand elle a prononcé les siens. Je n'ai honte de rien de tout cela. Pendant la cérémonie, j'ai eu ce moment étrange où j'ai regardé la petite foule de gens qui avaient voyagé jusqu'au Costa Rica pour me voir me marier. Chaque personne présente avait choisi d'être là. Chaque personne présente se souciait vraiment de moi. Il n'y avait aucune obligation, aucun devoir familial,
aucune nécessité de sauver les apparences, juste de l'amour, pur et simple. Mon meilleur ami, Jake, se tenait à mes côtés en tant que témoin. Ce type avait conduit 4 heures pour m'aider à emménager dans mon premier appartement après l'université parce que mes parents n'avaient pas pris la peine de le faire. Il a été plus un frère pour moi que mon propre frère ne l'a jamais été. Le père d'Olivia l'a accompagné jusqu'à l'hôtel, les larmes coulant sur son visage. Cet homme m'avait accueilli dans sa famille dès le premier jour. Il m'appelait « fils » sans aucune hésitation. La réception a eu lieu dans un restaurant en bord de mer, avec des guirlandes lumineuses tendues entre les palmiers et un groupe jouant des reprises acoustiques de nos chansons préférées. Nous étions peut-être 40 en tout, mais on avait l'impression que le monde entier célébrait avec nous. Le père d'Olivia a porté un toast qui a fait rire et pleurer tout le monde en même temps. Mon meilleur ami a fait un discours sur le fait que j'étais la personne la plus loyale qu'il ait jamais connue. La mère d'Olivia m'a dit qu'elle était fière de m'appeler officiellement son fils. Celle-là m'a particulièrement touché. Fils fier. 2 mots que j'avais voulu entendre toute ma vie de la part de personnes qui ne les avaient jamais prononcés. Nous avons dansé jusqu'à minuit. Nous avons mangé du gâteau sur la plage. Nous avons regardé les étoiles apparaître au-dessus de l'océan et nous nous sommes sentis comme les personnes les plus chanceuses du monde. Et voici le truc, pas une seule seconde je n'ai pensé à mes parents ou à mon frère. Ni pendant la cérémonie, ni pendant la réception, ni à aucun autre moment. Ils étaient si loin de mon esprit qu'ils auraient pu être des personnages de fiction d'un livre que j'avais lu il y a longtemps. Une des cousines d'Olivia était une photographe semi-professionnelle et elle a passé tout le week-end à capturer des moments spontanés de tout, la cérémonie, la réception, le brunch du lendemain, des moments aléatoires où nous rions avec des amis, marchions sur la plage, et étions simplement ridiculement heureux. Ces photos allaient plus tard devenir très importantes. Environ 3 semaines après notre retour du Costa Rica, Olivia a publié quelques photos du mariage sur ses réseaux sociaux. Rien de fou, juste quelques clichés de la cérémonie, de la plage, et de nous, l'air dégoûtant d'amour. Elle a tagué le lieu et écrit quelque chose comme « J'ai épousé l'amour de ma vie au paradis ». Sa cousine, la photographe, a également publié quelques clichés sur sa page professionnelle. De magnifiques photos à la lumière dorée d'Olivia dans sa robe et de moi la regardant comme si elle avait décroché la lune. Nous n'y avons pas beaucoup pensé. C'était juste des photos de mariage. Tout le monde publie des photos de mariage. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les photos ont commencé à être beaucoup partagées. Ça a commencé avec un de ces comptes d'inspiration de mariage qui a reposté les clichés de la photographe avec les crédits. Puis un autre compte, plus grand, l'a partagé. Puis un autre. Puis, d'une manière ou d'une autre, elles se sont retrouvées sur une de ces pages virales d'histoires positives avec une légende sur un mariage de rêve sur une plage du Costa Rica, et ça a tout simplement explosé. En une semaine, ces photos avaient été vues par des millions de personnes. La page de la photographe a gagné quelques 50 000 abonnés. Des blogs de mariage nous contactaient pour demander des détails sur les fournisseurs et les lieux. C'était insensé. Je pensais que c'était juste un moment étrange d'Internet qui passerait vite. Les mariages deviennent parfois viraux. Nous aurions nos 15 minutes de gloire, puis tout reviendrait à la normale. C'est alors que mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel venait de ma cousine Jamie, le seul membre de la famille que j'avais invité au mariage. « Mec, dit-elle, tu as regardé Facebook aujourd'hui ? » Non, je ne l'avais pas fait. J'utilise à peine Facebook maintenant. C'est surtout des parents plus âgés qui publient des mèmes de mignons et des disputes politiques. « Ta mère est en train de perdre la tête », a dit Jamie. Genre, complètement. Elle a publié un énorme pavé sur le fait qu'elle a appris que son fils s'était marié en voyant des photos sur Internet. Elle joue la victime à fond. Et les gens gobent ça, en plus. Plein de réactions tristes et de commentaires sur le fait que les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. J'ai senti mon estomac se nouer un peu, mais j'étais aussi étrangement calme. Je savais que ce moment viendrait un jour. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il arrive via des photos de mariage virales. J'ai consulté la page Facebook de ma mère. Effectivement, il y avait un post de la longueur d'un roman sur à quel point elle était dévastée d'apprendre que son fils aîné s'était marié sans en informer sa famille. Comment elle l'avait découvert parce qu'une de ses collègues avait partagé une photo en disant « Attends, ce n'est pas ton fils ?» Comment elle pleurait depuis des jours. Comment elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Les commentaires étaient hallucinants.
Des dizaines de personnes validant son chagrin. Je suis tellement désolé. Les enfants peuvent être si cruels. Il le regrettera quand tu ne seras plus là. Quelle ingratitude. Mon père avait aussi commenté. Une seule ligne, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il se comporte de cette manière. Drôle, je ne me souvenais pas du tout qu'il m'ait élevé. Puis j'ai vu un post de Gavin. Il avait partagé une des photos virales du mariage avec son propre commentaire, « Imaginez découvrir que votre frère s'est marié parce qu'un étranger vous montre une photo devenue virale. Imaginez savoir que vous n'étiez même pas invité. C'est ce que ma famille vit en ce moment. La famille est censée être tout. Certaines personnes l'oublient. » Les commentaires sous son post étaient encore pires. C'est tellement tordu. Quel genre de personne fait ça à son propre frère? Le sang est plus épais que l'eau, mec. Il regrettera ce qu'il a jeté. J'ai fait défiler tout ça avec un étrange détachement, comme si je lisais l'histoire de personnages de fiction au lieu de ma propre vie. Ces gens ne me connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas mon enfance. Ils ne connaissaient que le récit de victimes soigneusement élaboré par ma famille. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman. Papa. Maman à nouveau. Un numéro inconnu qui était probablement un parent qui avait obtenu mes coordonnées. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Puis ma mère a envoyé un SMS. Ethan, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis ta mère. Je mérite une explication. Mérite. Ce mot m'a frappé comme un camion. Après toutes ces années d'anniversaires annulés, de promesses non tenues et de réussites invisibles, elle avait le culot de dire qu'elle méritait quelque chose de moi. J'ai tapé une seule réponse, vous avez eu 28 ans pour vous montrer pour moi. Vous avez choisi de ne pas le faire. Je choisis la même chose. Puis j'ai bloqué son numéro. Au cours des jours suivants, le drame a continué à se dérouler en ligne. Ma famille continuait à publier, à jouer les victimes, à recueillir la sympathie de gens qui ne connaissaient que leur version de l'histoire. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma cousine Jamie a tout fait sauter. Elle a publié sa propre longue réponse à la fête de la pitié virale de ma mère. Elle a parlé de sa présence à mon mariage et de sa beauté. Elle a parlé de sa rencontre avec la famille d'Olivia et de leur chaleur et de leur accueil. Et puis, elle a sorti les preuves. Elle a publié des captures d'écran de conversations SMS que je lui avais donné la permission de partager. Des SMS de ma mère au fil des ans annulant mes projets d'anniversaire à cause des tournois de Gavin. Des SMS de moi demandant si nous pouvions peut-être fêter mon anniversaire une autre semaine, pour être ignoré. Un SMS de mon père qui disait littéralement, « Le tournoi de Gavin est plus important qu'un gâteau. Tu comprendras quand tu seras plus grand. » Elle a écrit qu'elle était à un de mes dîners d'anniversaire quand j'avais 12 ans et qu'elle avait vu mes parents passer tout le temps au téléphone à coordonner la logistique du prochain tournoi de Gavin. Elle a écrit sur l'annulation de ma fête de 16e anniversaire et sur le fait que j'ai dû appeler mes amis avec honte. Elle a écrit une ligne qui est devenue virale à son tour, « On ne peut pas passer 18 ans à traiter quelqu'un comme s'il était invisible, puis jouer les étonnés quand cette personne arrête d'essayer d'être vue. » Les commentaires ont commencé à changer. Les gens ont commencé à poser des questions. Attendez, pourquoi avez-vous annulé ces anniversaires? Pourquoi un enfant reçoit-il un investissement de 200 000 $ dans le sport itinérant tandis que l'autre reçoit une barre sneaker? Pourquoi Ethan a-t-il déménagé à l'autre bout du pays et personne n'a remarqué son absence pendant des années? Jamie a également publié la conversation SMS de mon 16e anniversaire. Celle où ma mère m'informait nonchalamment que nous allions en Géorgie 2 jours avant ma fête prévue. Celle où je demandais si nous pouvions peut-être reporter le voyage d'un jour. Celle où mon père répondait, « Le tableau du tournoi ne tourne pas autour de ton calendrier social. Tu survivras. » Ce SMS en particulier a rendu les gens furieux. Tu survivras, à propos de l'annulation de la fête des 16 ans d'un enfant qui n'avait jamais été une priorité de sa vie. La cruauté était si flagrante quand on la voyait écrite noir sur blanc. Quelqu'un dans les commentaires a fait le calcul des coûts du baseball itinérant. Ils ont estimé que mes parents dépensaient entre 15 000 et 25 000 $ par an pour la carrière de baseball de Gavin sur une période d'environ 10 ans. Pendant ce temps, j'avais payé mes propres études universitaires grâce à des bourses et des emplois à temps partiel parce qu'ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider. Ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider tout en dépensant assez d'argent pour la carrière sportive d'un enfant pour acheter une maison décente.
Ma mère a essayé de limiter les dégâts. Elle a publié un message de suivi disant que Jamie exagérait, qu'ils avaient toujours fait quelque chose de spécial pour mes anniversaires, que j'étais dramatique et ingrat. Mais les captures d'écran parlaient d'elles-mêmes. Les preuves étaient là, noir sur blanc. Quelques-unes de ses amies ont essayé de la défendre. Elles ont dit des choses comme « chaque famille a ses favoris ». Ça n'en fait pas de la maltraitance. Et, peut-être qu'Ethan aurait dû s'exprimer s'il était si malheureux. Ces commentaires ont été démolis par des étrangers soulignant que je m'étais exprimé à plusieurs reprises et que personne n'avait écouté. Puis d'autres personnes ont commencé à se manifester. Une ancienne voisine qui se souvenait de m'avoir vu assis seul dans le jardin pendant mes propres soi-disant fêtes d'anniversaire. Une amie de lycée qui se souvenait de l'annulation de la fête. Une enseignante qui se souvenait avoir écrit ma lettre de recommandation pour l'université parce qu'elle savait que mes parents n'allaient pas en faire une priorité. Mon ami de lycée a publié son propre souvenir du désastre de mon 16e anniversaire. Elle a écrit avoir reçu mon appel pour annuler la fête et avoir entendu à quel point ma voix était abattue. Elle a écrit avoir demandé à sa mère si je pouvais peut-être rester chez eux ce week-end-là au lieu d'aller en Géorgie, et que sa mère avait appelé mes parents pour leur proposer. Elle a écrit que ma mère avait décliné l'offre en disant « Ethan doit apprendre que la famille passe avant tout. » La famille passe avant tout. Sauf si ce membre de la famille est Ethan, alors le baseball itinérant passe avant tout. L'opinion publique a commencé à basculer. Ma famille est passée de victimes sympathiques à méchants dans une histoire qu'ils avaient eux-mêmes écrite. J'ai finalement écouté les messages vocaux. Il y en avait 23. Ceux de ma mère allaient des pleurs, « S'il te plaît, appelle-moi. Je suis ta mère. Je t'aime », à la colère, « Je n'arrive pas à croire que tu m'humilies comme ça », en passant par la manipulation, « Ton père n'a pas dormi. Sa tension artérielle est élevée. J'espère que tu es heureux. » Mon père a laissé exactement un message vocal. Sa voix était tendue et contrôlée, la même voix qu'il utilisait quand je faisais quelque chose qui l'embarrassait devant les autres parents. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça, Ethan. Mais tu as vraiment fait du mal à ta mère. Cette famille t'a tout donné. Je pensais que nous t'avions mieux élevé que ça. Rappelle-moi. Tout. Il m'avait tout donné, sauf de l'attention, sauf de la présence, sauf la reconnaissance de base que j'existais en dehors d'être le grand frère de Gavin. Gavin a laissé quelques messages vocaux aussi. Les siens étaient surtout de la colère. « Mec, c'est quoi ton problème? Maman pleure depuis une semaine. Tu m'as fait passer pour un salaud devant tout le monde. On est censé être une famille. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie à cause de quelques histoires d'enfance. Grandis un peu. » Des histoires d'enfance. 18 ans d'invisibilité, c'était juste des histoires d'enfance. Je n'ai rappelé aucun d'entre eux. Environ un mois après que le mariage soit devenu viral, j'ai reçu une lettre par la poste, adressée à la main par ma mère, envoyée à mon adresse professionnelle, ce qui signifiait qu'elle avait dû faire des recherches pour la trouver, puisque je ne la leur avais jamais donnée. J'ai pensé à la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. La lettre faisait 4 pages, à simple interligne, écrite sur ce papier à lettres florales que ma mère a depuis que je suis enfant. Elle commençait par des excuses, ou du moins ce qu'elle pensait être des excuses. Je suis désolé si tu t'es senti négligé pendant ton enfance. Nous n'avons jamais eu l'intention de te faire sentir comme ça. Nous essayons juste de soutenir les rêves de ton frère. Si je m'étais senti négligé. Pas, je suis désolé de t'avoir négligé, pas, je suis désolé d'avoir annulé tes anniversaires, juste désolé que je me sois senti d'une certaine manière à propos des choses qu'ils avaient réellement faites. Elle continuait en expliquant qu'ils avaient investi en Gavin parce qu'il avait des talents spéciaux qui nécessitaient d'être cultivés. Elle disait que j'avais toujours été l'indépendant qui n'avait pas besoin d'autant d'attention. Elle disait qu'elle supposait que je comprenais que la carrière de baseball de Gavin était une priorité familiale et que j'en profiterais aussi quand il atteindrait les ligues majeures. Quand, pas si. Elle croyait encore au fantasme, même maintenant qu'il était mort et enterré. Elle parlait de sa douleur de ne pas avoir été invitée au mariage. Comment elle avait toujours rêvé de me voir me marier. Comment on lui avait volé cette expérience. Volé. Comme si je lui avais pris quelque chose. Comme si mon mariage était sa propriété que j'avais égoïstement retenue. Elle terminait la lettre en disant qu'elle espérait que nous pourrions mettre cela derrière nous et avancer en tant que famille. Elle disait qu'elle m'aimerait toujours, quoi qu'il arrive.
Elle a signé « Maman » avec un petit cœur. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je l'ai recyclée. Il n'y avait rien dans ces 4 pages qui ressemblait à une véritable prise de responsabilité. Aucune reconnaissance des torts spécifiques. Aucune compréhension de pourquoi je pourrais être en colère. Juste des excuses enrobées dans le langage de la victimisation. J'ai montré la lettre à Olivia. Elle l'a lue lentement, puis l'a posée et a dit « C'est sincèrement l'une des choses les plus à côté de la plaque que j'ai jamais lues. » Elle a passé 4 pages à expliquer pourquoi la façon dont ils t'ont traité était justifiée. Elle avait raison. Mes parents avaient décidé très tôt que les talents de Gavin valaient la peine d'être investis, et pas les miens. Ils avaient fait ce choix délibérément, encore et encore, pendant 18 ans. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que je passe l'éponge simplement parce qu'ils avaient enfin remarqué que j'étais parti. Je n'ai pas répondu. Ma mère ne méritait pas de réponse. Elle ne méritait rien de moi, sauf exactement ce qu'elle m'avait donné pendant 18 ans, rien. Je n'allais pas avancer en tant que famille, avec des gens qui ne comprenaient toujours pas ce qu'ils avaient fait. Environ 3 mois après que le mariage soit devenu viral, j'ai reçu un appel de ma cousine Jamie. Sa voix était tendue. « Je te préviens, dit-elle. Tes parents prévoient de venir en Caroline du Nord. Ils ont réservé des vols pour le week-end prochain. Ta mère a dit à la mienne qu'ils allaient débarquer chez toi et te forcer à leur parler. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. Comment ont-ils eu mon adresse? Ta tante Linda. Elle l'a trouvée sur un site de registre de propriété. Je suis tellement désolé, j'ai essayé de la prévenir de ne pas la leur donner, mais elle pense que toute cette situation est triste et que tout le monde devrait juste se réconcilier. J'ai remercié Jamie pour l'avertissement et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Olivia et je lui ai dit ce qui se passait. Donc, ils vont juste nous tendre une embuscade, dit-elle. Débarquer à l'improviste chez nous, apparemment. C'est insensé. Qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi quelques secondes. Je veux ne pas être là quand ils arriveront. C'est donc exactement ce que nous avons fait. Le week-end où mes parents ont pris l'avion pour la Caroline du Nord, Olivia et moi sommes allés en voiture à Charleston pour un voyage spontané à la plage. Nous avons éteint nos téléphones et passé 3 jours à manger des fruits de mer, à nous promener sur la plage, et à ignorer complètement le chaos qui se déroulait à la maison. Quand nous sommes rentrés le dimanche soir, il y avait une note scotchée sur notre porte d'entrée. L'écriture de ma mère. Nous avons fait tout ce chemin pour te voir. Nous avons attendu sur ton porche pendant 4 heures. S'il te plaît, appelle-nous. Nous t'aimons et nous voulons arranger ça. Il y avait aussi un sac cadeau avec une carte et ce qui ressemblait à une photo encadrée à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai jeté le tout à la poubelle. 2 jours plus tard, mon père a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai fait l'erreur de répondre. « Ethan, c'est ridicule », a-t-il dit. Sa voix était dure et en colère. « Nous avons traversé le pays pour te voir et tu te caches de nous comme un enfant. Ta mère a pleuré pendant tout le vol de retour. Tu es content? Je ne vous ai pas demandé de venir, ai-je dit. Je ne voulais pas que vous veniez. Vous vous êtes présenté sans y être invité chez moi. Nous sommes tes parents. Nous n'avons pas besoin d'une invitation. En fait, si. C'est exactement comme ça que ça marche. » Il a bafouillé pendant quelques secondes. « Je ne sais pas ce que nous avons fait pour que tu nous détestes autant. Je sais que vous ne le savez pas. C'est ça le problème. » J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. Quelques semaines après la tentative d'embuscade, j'ai eu de grandes nouvelles au travail. Le cabinet me promouvait au poste de directeur. C'était un bond significatif en titre et en salaire. Ils m'ont dit que je l'avais mérité grâce à des années de travail constant et excellent et de solides relations avec les clients. Olivia a insisté pour que nous fêtions ça. Elle a organisé un dîner dans un bon restaurant avec une douzaine de nos amis les plus proches. Ses parents sont descendus de Virginie pour se joindre à nous. Jake a pris l'avion depuis Atlanta. Ma cousine Jamie est venue aussi. Pendant le dîner, le père d'Olivia s'est levé et a porté un toast. Il a dit à quel point il était fier de moi, à quel point j'avais travaillé dur, à quel point je méritais cette reconnaissance. Il a dit qu'il me considérait comme un fils et que me voir réussir lui apportait une joie sincère. J'ai regardé autour de la table toutes ces personnes qui s'étaient déplacées pour moi,
qui avait conduit des heures ou traversé des États en avion pour célébrer ma promotion. Mes propres parents n'avaient jamais fait une seule fois quelque chose de semblable pour aucune de mes réussites. Après le dîner, la mère d'Olivia m'a pris à part et m'a tendu une petite boîte emballée. « C'est de notre part, a-t-elle dit. Pour ta promotion, mais aussi juste parce que nous voulions que tu l'aies. » À l'intérieur se trouvait une très belle montre. De qualité, élégante, le genre de choses que l'on porte aux réunions importantes. « Tu n'as rien à dire, dit-elle alors que je commençais à la remercier. Sache juste que nous te voyons. Nous t'avons toujours vu. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Cela fait presque 1 an que le mariage est devenu viral. Mes parents ont fait 2 autres tentatives de contact après l'embuscade. D'abord, ils ont envoyé une lettre recommandée à mon bureau exigeant une réunion. Mon assistante a signé pour la recevoir. J'ai demandé à l'avocat de notre entreprise de leur envoyer une réponse formelle demandant qu'ils cessent tout contact via mon lieu de travail. Cela s'est arrêté assez rapidement. Ensuite, ils ont essayé de passer par les parents d'Olivia. Ma mère a réussi à obtenir leur numéro de téléphone et les a appelés pour plaider sa cause. La mère d'Olivia a écouté poliment pendant environ 5 minutes, puis a dit, avec tout le respect que je vous dois, j'ai entendu la version de votre fils de cette histoire, et je le crois. Si vous voulez une relation avec lui, vous devrez la mériter. Nous appeler n'est pas la bonne façon de le faire. Puis elle a raccroché. J'ai entendu parler de cette conversation après coup et j'ai ri aux éclats. La mère d'Olivia est toute petite, mais elle ne tolère les bêtises de personne. Gavin m'a contacté une fois par message privé sur Instagram il y a environ 6 mois. Il a dit que son frère lui manquait et qu'il voulait qu'on se voie. J'ai regardé son profil. Il vivait toujours à la maison avec nos parents, travaillant toujours à temps partiel au magasin d'articles de sport. Je n'ai pas répondu. Pendant ce temps, ma vie ne cessait de s'améliorer. Olivia et moi avons acheté une maison, un bungalow de style craftsman avec un grand jardin et un Porsche. Nous avons pris un chien nommé Hank, qui est le golden retriever le plus loufoque que vous ayez jamais vu.